Le Mitsubishi a système de modèle 21 que les pilotes japonais appelaient Raizen et que les Alliés ont surnommé Zeke avant que le nom Zero ne s'impose partout, reste l'avion de combat le plus produit de l'histoire du Japon avec près de 11 000 exemplaires sortis des chaînes entre 1940 et 1945. En 1941, c'était tout simplement le chasseur embarqué le plus maniable de la planète, capable de sortir vainqueur de pratiquement tous les combats tournoyants qu'on lui proposait. Se concentre sur le modèle 21, la version aux ailes repliables qui a mené l'attaque de Pearl Harbor et qui a dominé le Pacifique pendant 18 mois. Et la question à laquelle on va répondre est simple. Comment un avion capable de battre n'importe quel adversaire en duel a-t-il pu, en un seul incident sans même un combat aérien, livrer gratuitement à ses ennemis le mode d'emploi complet pour le vaincre? Le Zero modèle 21 mesure 9,06 mètres de long, à peu près la longueur d'un bus scolaire américain. Son envergure atteint 12 mètres, l'équivalent d'un court de tennis placé bout à bout avec lui-même. À vide, il pèse 1680 kg, moins que deux Fiat 500 posées l'une à côté de l'autre. Et c'est précisément ce chiffre qui va expliquer tout ce qui suit. En charge, il monte à environ 2410 kg, armement et carburant compris. Un chasseur allemand ou américain de la même génération pèse en général 30 à 40% de plus à vide, pour la même mission. Cette légèreté n'est pas un hasard, elle est la colonne vertébrale de tout l'appareil. La cellule du Zero est un monocoque en duralumine construit autour d'un caisson d'aile unique d'une seule pièce qui traverse tout le fuselage central d'un bout à l'autre comme la quille d'un bateau. Pour les pièces les plus sollicitées, comme les longerons principaux, l'équipe de l'ingénieur en chef Jiro Horikoshi utilise un alliage tout juste sorti des laboratoires de Sumitomo Metal, baptisé Extra Super Duralumine, un mélange aluminium-zinc plus résistant et plus ductile que tout ce qui existait à l'époque, mais aussi plus sensible à la corrosion, ce qui obligera à le recouvrir d'un traitement anti-corrosion au chromate de zinc. Partout où c'est possible, les ouvriers percent des trous d'allègement dans les nervures, les cadres, les supports, jusque dans le dossier du siège du pilote. Le fuselage arrière et l'empennage forment un bloc démontable boulonné juste derrière le poste de pilotage, ce qui simplifie le transport et l'entretien, tout en évitant le poids des renforts qu'exigerait une structure d'un seul tenant. Côté voilure, le Zero est un monoplan cantilever à aile basse, sans aucun haubans, avec un profil à forte portance et une charge à l'air extrêmement faible pour sa catégorie. C'est cette combinaison, structure légère et grande surface portante, qui donne à l'appareil sa vitesse de décrochage exceptionnellement basse, sous les 110 km/h, et donc sa capacité à virer plus serré que n'importe quel chasseur allié pendant les 2 premières années de la guerre. Sur le modèle 21, les extrémités d'ailes se replient manuellement vers le haut pour tenir dans les ascenseurs des porte-avions japonais. Une nécessité pour un chasseur naval que ses cousins terrestres n'ont pas. Le train d'atterrissage, lui, est rétractable, une première pour un chasseur japonais de série, et il se relève hydrauliquement dans les ailes après le décollage. Les gouvernes suivent la même philosophie de légèreté. Les surfaces mobiles, ailerons, gouvernes de direction et de profondeur, sont entoilées plutôt que métalliques pour gagner encore quelques kilos. Sur les premiers exemplaires, des compensateurs servos équipaient les ailerons parce que les pilotes se plaignaient que les commandes durcissaient trop au-delà de 300 km/h. Ils seront finalement supprimés sur les versions suivantes. Non pas parce qu'ils ne fonctionnaient pas, mais parce qu'ils fonctionnaient trop bien. En allégeant les efforts aux commandes à haute vitesse, ils permettaient aux pilotes de solliciter la structure des ailes au-delà de ce qu'elles pouvaient encaisser. L'armement se compose de 2 systèmes bien distincts. Dans le nez, synchronisés pour tirer à travers le disque de l'hélice, 2 mitrailleuses type 97 de 7,7 mm. Une arme d'origine britannique produite sous licence offre une cadence de tir élevée mais une puissance de frappe modeste. Dans chaque aile, un canon de type 99 de 20 mm, dérivé d'un modèle suisse Oerlikon, apporte la vraie puissance de destruction capable de faire exploser un chasseur allié en une rafale de 2 ou 3 obus. Le défaut, et il est de taille, c'est la réserve de munitions. 60 obus seulement par canon sur les premières versions, alimentés par tambour, ce qui laisse au pilote quelques secondes de tir effectif avant d'être réduit à ses seules mitrailleuses. Sous le capot, le modèle 21 embarque un Nakajima Sakae 12, un moteur en étoile à 2 rangées de 7 cylindres refroidis par air, 14 cylindres au total qui développent environ 940 chevaux au décollage grâce à un compresseur mécanique à 2 vitesses. Il entraîne une hélice tripale à pas variable Sumitomo Hamilton. Ce n'est pas un moteur particulièrement puissant pour son époque, les Américains et les Allemands alignent déjà des moulins de 1200 chevaux et plus. Mais associé à une cellule aussi légère, il suffit à donner au Zero un rapport poids-puissance très favorable et une vitesse de pointe autour de 530 km/h.
L'alimentation en carburant illustre à nouveau le compromis fondamental de l'appareil. Le caisson d'aile central sert directement de réservoir intégral, complété par un réservoir largable de 330 litres sous le fuselage. Résultat, une autonomie qui dépasse les 2500 km avec le réservoir auxiliaire largement supérieur à celle de tous les chasseurs alliés de l'époque, y compris le Messerschmitt Bf-109 allemand qui ne dépasse pas 800 km. Cette portée hors norme permettra au Zero d'escorter les bombardiers japonais jusqu'au cœur de la Chine, puis de rayonner sur d'immenses distances dans le Pacifique. Mais ces réservoirs, à la différence de ceux des appareils américains, ne sont pas auto-obturants. Une seule balle qui les traverse suffit à provoquer une fuite, un incendie ou les deux. Dans le cocktail, le pilote n'a pratiquement aucune protection, le plancher du poste de pilotage n'est autre que la surface supérieure de l'aile centrale, l'instrumentation reste sobre, la verrière offre une bonne visibilité tout autour, mais il n'y a ni blindage dorsal, ni plaque protégeant le réservoir, ni pare-balles devant le moteur. Ce choix n'a rien d'une négligence. À la fin des années 1930, quasiment aucun chasseur au monde n'embarque ce genre de protection. Il faudra attendre la bataille d'Angleterre à l'été 1940 pour que les belligérants européens commencent à en généraliser l'usage. Le Japon, lui, poursuivra sa route sans jamais vraiment rattraper ce retard. Au sol, la mise en route suit une procédure assez classique pour un chasseur à moteur en étoile de cette génération. Le mécanicien vérifie d'abord le niveau d'huile et de carburant, dégage les cales, puis le pilote s'installe, sangle son harnais, ouvre le robinet de carburant, règle le mélange sur riche et les volets de capot en position ouverte pour le refroidissement au sol. Il actionne la pompe à amorçage pour envoyer de l'essence dans les cylindres, engage le démarreur à inertie ou électrique selon les versions et dès que le moteur accroche, il surveille la pression d'huile qui doit monter rapidement, signe que la lubrification est bien établie avant toute mise en puissance. Quelques minutes de chauffe à bas régime, un contrôle des magnétos en poussant progressivement les gaz et l'appareil est prêt à rouler vers la piste ou, à bord d'un porte-avions, vers le pont d'envol. Le décollage depuis un pont de porte-avions ne nécessite pas de catapulte. La faible vitesse de décrochage du Zero et le vent relatif créé par la marche du navire suffisent largement à le faire s'arracher du pont en quelques dizaines de mètres, un net avantage opérationnel sur les chasseurs alliés bien plus lourds. Une fois en l'air, le pilote rentre le train, ajuste le pas de l'hélice et rejoint sa formation, généralement en groupe de 3 appareils, un chef et 2 ailiers, la tactique du Shotai qui donne au Zero toute sa mordant à l'attaque mais se révèle fragile dès que la formation se disperse sous la pression ennemie. C'est justement dans ce genre de mission que va se jouer, le 4 juin 1942, l'épisode qui va tout changer. Ce jour-là, un jeune pilote de 20 ans à peine, le second maître Tadayoshi Koga, décolle du porte-avions Ryujo avec 2 ailiers pour attaquer la base américaine de Dutch Harbor dans les îles Aléoutiennes en Alaska. C'est une opération de diversion censée détourner l'attention américaine pendant que la flotte principale japonaise se prépare à frapper Midway. Au cours de sa passe de mitraillage sur la base, l'appareil de Koga encaisse des tirs de DCA qui sectionnent sa conduite d'huile. Le moteur commence à fuir, condamné à se gripper d'ici quelques minutes. Koga met le cap vers Akutan, une île désignée comme terrain de secours d'urgence, où s'étend ce qui ressemble, vu du ciel, à une prairie parfaitement plate et verte. Il sort son train et se pose. Sous l'herbe se cache en réalité une tourbière détrempée. Les roues s'enfoncent, l'avion bascule brutalement sur le dos et le choc brise net la nuque de Koga, qui meurt sur le coup. Ses ailiers, qui ont l'ordre de détruire tout Zero abandonné en territoire ennemi, tournent au-dessus de l'épave sans se résoudre à ouvrir le feu, ne sachant pas si leur camarade est encore vivant à l'intérieur. Ils repartent sans tirer un seul coup. L'avion, presque intact, reste invisible pendant plus d'1 mois dans la brume des Aléoutiennes, jusqu'à ce qu'un hydravion P-BB Catalina américain en patrouille de routine repère l'épave le 10 juillet. Après plusieurs tentatives, une équipe de récupération parvient à extraire l'appareil de la tourbière avec du matériel lourd et le Zero de Koga, resté remarquablement préservé, est expédié à Seattle puis à la base navale de North Island près de San Diego pour y être minutieusement remis en état de vol. C'est là que le fait technique central de tout ce dossier prend tout son sens. Cette même légèreté extrême qui fait la gloire du Zero, ces trous d'allègement percés dans chaque nervure, cet alliage ultra résistant réservé aux longerons, cette absence totale de blindage et de réservoir auto-obturant, c'est exactement ce qui a tué Koga dans un accident qu'un chasseur allié plus lourd et mieux protégé aurait probablement encaissé sans dommages graves pour son pilote. Un ingénieur traditionnel de Mitsubishi, contrarié par cette philosophie de conception, résumera plus tard le principal défaut de l'appareil en une formule restée célèbre dans les cercles d'aviation: il était plein de trous. Et cette même fragilité va, quelques semaines plus tard, offrir aux Américains la clé de la victoire aérienne dans le Pacifique. Le 20 septembre 1942, remis en état de vol, le Zero de Koga effectue son premier vol d'essai sous pavillon américain, piloté par le lieutenant-commandant Eddie Sanders.
Dans son rapport, Sanders explique que ce tout premier vol a immédiatement mis en évidence des faiblesses que les pilotes américains allaient pouvoir exploiter en adaptant leur tactique. Les essais révèlent que le Zéro perd une grande partie de sa maniabilité au-delà de 300 km/h, qu'il vire beaucoup plus difficilement à droite qu'à gauche et que son moteur cale littéralement en cas d'accélération négative brutale, par exemple lors d'un piqué amorcé trop sec. À partir de ces observations, les pilotes américains élaborent de nouvelles consignes. Ne jamais engager un Zéro en virage serré à basse vitesse, l'attirer systématiquement en piqué à haute vitesse où il perd tous ses avantages et viser en priorité le réservoir non protégé plutôt que de vider ses munitions sur une cellule blindée qui n'existe pas. Alors, faut-il condamner le choix de Horikoshi? Non, et ce serait même passé à côté de l'essentiel. En 1940 et 1941, le Zéro est tout simplement le meilleur chasseur embarqué au monde capable de dominer sans partage n'importe quel adversaire engagé en combat tournoyant avec une portée qui laisse tous ses rivaux loin derrière. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie contrainte. La preuve qu'un bureau d'études peut arracher des performances exceptionnelles à un moteur médiocre en travaillant méthodiquement sur chaque gramme de la structure. Mais ce choix repose tout entier sur un pari implicite, que personne ne parviendrait jamais à toucher l'appareil. Tant que ce pari tient, le Zéro règne sans partage. Dès l'instant où l'ennemi comprend comment l'attaquer, la même légèreté qui faisait sa force devient une condamnation. Les pertes s'accumulent à partir de 1943, emportant avec elles une génération entière de pilotes japonais expérimentés que l'industrie nippone, à bout de souffle, ne parvient jamais à remplacer correctement. Le Zéro continuera pourtant à voler jusqu'au bout, faute de successeurs produits en nombre suffisant, jusqu'à finir converti en arme de sacrifice lors des attaques kamikazes de la fin de la guerre. Le Zéro n'est donc ni le monstre invincible que le mythe américain d'avant-guerre lui prêtait, ni la relique dépassée que certains historiens ont pu en faire après coup. C'est un avion qui a parfaitement rempli le cahier des charges qu'on lui avait fixé en 1937 et qui a payé, à partir de 1943, le prix exact de ce même cahier des charges. Si vous avez repéré une erreur ou une imprécision, dites-le en commentaire, ça aide à améliorer les prochaines vidéos. Et puisqu'on vient de parler des tactiques développées grâce au Zéro de Koga, la prochaine vidéo logique, c'est celle qui referme la boucle. Direction le porte-avions américain et le Grumman F-6F Hellcat, le chasseur conçu presque sur mesure pour battre le Zéro à son propre jeu.